Bonjour, bienvenue à la présentation de l'indicateur municipal 2023 avec Jean-Marc Léger et Boris Hung. On commencera dans une minute, on va laisser le temps aux gens de s'inscrire. Alors bonjour, je suis Jean-Marc Léger, président de la firme de sondage Léger. Ça fait plaisir de vous retrouver. Plusieurs d'entre vous étaient probablement au congrès de l'UMQ il y a un peu plus d'un an, en mai 2022, où on a fait état des dernières tendances de l'opinion publique. Depuis ce temps-là, on a fait plusieurs découvertes qu'on veut partager avec vous aujourd'hui concernant les services municipaux, attentes et besoins de la population, le contexte économique et politique en général, mais particulièrement la gestion des médias sociaux, qui est probablement l'enjeu le plus important à ce moment-ci. Vous savez, je travaille avec plusieurs d'entre vous à travers le Québec et même au travers le Canada, et les problèmes sont les mêmes. Hein. C'est la gestion des médias sociaux qui devient un enjeu majeur pour plusieurs élus et directeurs municipaux. Donc, on va prendre le temps aujourd'hui de vous présenter les dernières tendances de la découverte. Forcément, c'est mon plaisir de partager ça avec vous parce que je sais l'importance de votre travail. Vous êtes le gouvernement de proximité, vous êtes les plus près des citoyens, mais en retour aussi, c'est là où les citoyens sont le plus exigeants. Fait qu'on comprend la difficulté d'être un peu des missionnaires du service public. Fait que pour nous, c'est notre participation. Vous savez, moi, j'ai créé cette entreprise-là pour donner une voix aux citoyens et être capable aussi d'accompagner les gens pour mieux comprendre les attentes et besoins des gens. Ben, ce webinaire-là fait partie de la mission de Léger. Et vous aurez une copie, tous ceux qui participent, vous recevrez une copie de cette présentation-là, donc pas besoin de prendre des notes sur chacun des chiffres et ainsi de suite. C'est comprendre l'esprit global de ce qu'on va présenter, une copie de l'enregistrement. Il y aura aussi une période de questions à la fin, sentez-vous libre de poser des questions. Vous avez un onglet Q&A
sur ce logiciel-là, sur cette plateforme. Donc, vous pouvez commencer à poser des questions. Je répondrai au fur et à mesure ou à la fin, là, dépendant si c'est les questions, puis si c'est à propos en fonction de la présentation. Donc, voilà pour les ingrédients. Ce titre-là est important parce que c'est plus que des mots. Et pourquoi pensez-vous que les médias sociaux sont si importants aujourd'hui? Pourquoi la priorité est à l'économie et non pas à la santé pour la première fois depuis 20 ans? Pourquoi on parle d'inclusivité, d'équité, d'éco-responsabilité? Pourquoi tout ce débat-là? Parce qu'il y a un changement de pouvoir. Le pouvoir passe de la génération des baby boomers qui ont imposé pendant 50 ans leur volonté, leur perception et leurs valeurs à celle des milléniaux. Pourquoi? Parce que la cohorte des milléniaux devient la plus importante en nombre. Elle est aussi très riche, très éduquée et aussi très technologique. Ce qui fait que le pouvoir change de main. Fait que la réalité qu'on a vue hier change de façon radicale parce qu'une nouvelle génération qui impose ses codes et ses valeurs. Et c'est ça qu'il faut comprendre derrière ça, de la majorité silencieuse qui est dans le fond la régénération des baby boomers à ceux des milléniaux. Parce que les milléniaux aujourd'hui ont 40 ans. Vous savez, quand on parle des milléniaux, on parle de gens qui sont nés entre 1981 et 1996. Ce sont eux qui commencent à occuper des postes importants dans l'ensemble de la société et qui amènent avec eux l'ensemble de leur bagage. Ça, c'est l'esprit de fond. Parce qu'au Canada anglais, les milléniaux sont majoritaires et ici au Québec, ils seront majoritaires en 2029 selon Statistique Canada. Donc, cette dynamique-là est extrêmement importante parce qu'elle va se poursuivre. Comment vous donner des armes pour être capable de mieux comprendre et de répondre aux besoins de ces nouveaux citoyens-là? Je voudrais commencer par ce qu'on va présenter aujourd'hui, c'est sur une base scientifique. On réalise cet indicateur-là municipal depuis 25 ans. Aujourd'hui, je vais vous présenter les grandes lignes de l'indicateur municipal pour comprendre, dans le fond, quelles sont les tendances de l'opinion. Naturellement, la force, c'est que ça donne une donnée macro. La faiblesse, c'est pas nécessairement exactement la même chose dans votre municipalité. Donc, forcément, si vous voulez avoir un indicateur municipal pour votre municipalité, ben, contactez-nous directement, puis on pourra l'adapter, puis on pourra comparer avec des villes semblables. C'est une offre qu'on fait depuis 25 ans, puis on travaille avec des centaines de villes là, sur cet indicateur-là. Vous avez les éléments devant vous, la soixantaine d'indicateurs et ainsi de suite. Mais l'esprit, c'est pour démontrer l'aspect scientifique, parce que nous, on base notre information sur la donnée et on l'interprète du mieux qu'on peut. Commençons par le climat global. Nous avons une génération, qu'elle soit plus âgée ou plus jeune, qui a fait face à 4 crises majeures. Et ça, c'est important parce que ça teint et ça change l'ensemble de la perception à l'égard de la dynamique politique et même à l'égard des élus et de la direction des villes. La nouvelle normalité, c'est quoi? On est sorti de la pandémie qui a heurté le Québec de façon claire, vous le savez autant que moi. On est passé dans une récession économique, ou en tout cas un ralentissement économique. On est toujours sur le bord d'une récession depuis 1 an et demi, mais on n'est pas en récession encore. Et ensuite de ça, avec aussi toute la pression des changements climatiques et la volonté des jeunes d'agir sur le climat. Mais au final, il y a une sous-crise qu'on sous-évalue, c'est celle de la santé mentale. Si je vous disais qu'aujourd'hui, 28% des jeunes ont déjà eu une dépression dans leur vie, 28%, un vrai chiffre, 1 sur 4, et que la majorité vit des sentiments d'anxiété, je vais en parler tout à l'heure, qui a aussi un impact sur leurs exigences face aux administrations et aux élus. 4 crises. Les jeunes aujourd'hui, les milléniaux, là, entre vous et moi, là, ils n'ont jamais connu l'inflation. Pour eux, une inflation de 0, c'est normal. Des taux d'intérêt d'1%, c'est normal. C'est tout ce qu'ils ont vécu dans leur vie. Pour nous, on a vécu un temps des années 80 à 15-18% de taux d'intérêt. Fait qu'on a vu les up and down. Et pour un jeune, c'est nouveau. Fait qu'il y a 1 an, il s'est acheté un logement, une maison, et aujourd'hui, il s'aperçoit que les coûts d'intérêt sont extrêmement élevés. D'ailleurs, durant les 6 prochains mois, il y a le quart de ceux qui ont des hypothèques qui doivent la renouveler. Vous imaginez le stress que ça crée dans les ménages, là. C'est pas quelque chose d'ésotérique, là. C'est très concret dans le quotidien des gens. D'ailleurs, je vais vous parler de ces éléments-là, ce qu'a laissé la pandémie en premier. D'abord, ce qu'il faut comprendre de la pandémie, c'est que même si on était sur pause, il s'est passé plein de choses. C'est une accélération des tendances déjà existantes. La pandémie n'a pas tout créé, là. C'est qu'il y avait des tendances d'achat en ligne, par exemple, qui ont été accélérées. Beaucoup de monde qui n'avait jamais fait d'achat en ligne ont commencé à le faire, puis ont trouvé plaisir à faire. Le télétravail, il y en avait du télétravail avant, mais jamais dans une grande proportion. On a parlé des problèmes de santé mentale. Je pourrais répondre à d'autres questions si vous avez des choses comme ça. C'est des questions sur le problème de santé mentale qui étaient accélérées à partir de 2010 et ensuite après la pandémie. Pourquoi 2010? Parce que c'est l'arrivée des médias sociaux.
Facebook a été créé en 2004, mais la masse critique a été atteinte en 2010 et l'ensemble des médias sociaux, les Twitter de ce monde, ainsi de suite, c'est à partir de 2010 et on a vu une relation directe entre la montée de l'utilisation des médias sociaux puis la descente de la santé mentale des gens. Une inflation de plus en plus structurelle, même si elle a chuté aujourd'hui, on a une bonne nouvelle, l'inflation a chuté un peu plus à 3 au Canada, un point de plus au Québec, là, et c'est associé aussi d'une hausse importante des taux d'intérêt. Une plus grande sensibilité aux achats locaux, je vais en parler parce qu'il y a des opportunités derrière ces éléments de crise-là que je veux partager avec vous, et le marché immobilier qui fait exploser le budget des ménages. Je commence par un tableau. Il y a bien des chiffres, là, mais les deux éléments en rouge sont les plus importants. C'est que vous avez en 2019 comment était partagé le budget des ménages au Québec et vous avez ensuite en 2003 comment est partagé le budget des ménages. Regardez le chiffre en rouge. C'est quand même majeur, là. C'est que le logement occupait en 2019 27 de notre budget. Aujourd'hui, 45 de notre budget. C'est énorme, là. Là, on parle de 4 ans de différence, là. Et regardez le dernier poste autre en bas, qui sont toutes les autres dépenses. Donc, les sorties, les dépenses autres que le transport, l'alimentation et le logement, là, étaient à 38 de notre budget et on trouvait qu'on était serré. Aujourd'hui, on est à 16 okay? Et regardez le petit chiffre en bas à gauche, service de la dette, là. Il y a un calcul sur la dette globale des gens en fonction des salaires et de la hausse salaire qu'ils ont. La dette est de 178 le revenu disponible en moyenne au Canada. Vous imaginez, là, on a beaucoup plus de dettes. Ça comprend la dette hypothécaire, ça comprend plein de choses, mais ça démontre que cette tendance-là est toujours à la hausse. On a plus de dettes qu'avant. Il y a une pression financière importante. Et ce que ça crée, c'est que les gens coupent dans leurs dépenses. 73 des gens ont coupé dans leurs dépenses, 73 Essentiellement, c'est tout ce qui est accessoire autour. Les sorties, le câble, l'ensemble des dépenses hautes, ils ont diminué. On réduit nos déplacements en voiture. On a coupé seulement 12 coupé dans l'épicerie, mais derrière ça, ça cache un fait qu'on est passé de métro à Maxi. Ensuite, on est parlé de Maxi à Dollarama. Puis il y en a plusieurs qui sont allés dans les banques alimentaires. Les banques alimentaires ont augmenté de 30 L'utilisation des banques alimentaires a augmenté de 30 dans les dernières années. Fait que dans le fond, c'est pas qu'on coupe dans l'épicerie, mais on coupe dans la qualité de ce qu'on achète. Fait que ce qui fait que cette pression-là financière a un impact sur le reste. Donc aujourd'hui, ce qu'on veut vous présenter, c'est 5 tendances, 5 éléments, 5 messages que j'aimerais vous retenir de cette présentation-là, qui malheureusement devraient vous empêcher de dormir. Parce que c'est ça tous les jours que le citoyen vit, et c'est ça qu'on veut vous présenter aujourd'hui, Boris et moi. Si on poursuit, le premier élément, j'ai commencé à en parler, c'est l'anxiété financière. C'est quand même un élément majeur, 2 chiffres qui vont faire réfléchir. 50 des Québécois vivent de paye en paye. Vous savez là, 1 sur 2. Donc, 1 citoyen sur 2 dans votre ville vit de paye en paye. Il n'y a pas d'espace. Si les tuyaux pètent, s'il y a un problème avec son automobile, puis ainsi de suite, il n'y a pas d'espace. Ce qui fait que sa vie serrée. Là. Durant la pandémie, on a eu un niveau d'épargne. Là, il est moins élevé. Et nous, on a créé un indice avec Centraide sur l'anxiété financière des gens. 85 des gens vivent avec une anxiété financière. Vous voyez, là, ça a un impact considérable chez les citoyens. Et ça, c'est à la base de tout. Cette perception-là sur l'économie est à la base de tout. Allons plus loin. Vous voyez, les gens pensent qu'on est en récession. On ne l'est pas encore. Les économistes disent qu'on devrait peut-être l'être en 2024, même si ça ne s'accorde pas tous là-dessus. Là. Moi, je suis économiste de profession. Il ne faut pas toujours les croire, les économistes, parce que les variations, les grandes crises, ils sont bons pour évaluer quand ça bouge de 2 à 3 Mais quand ça bouge de façon importante, ils ont de la difficulté à évaluer ça. Fait qu'il faut faire attention. On est très bon pour prédire le passé. Prédire l'avenir est toujours un petit peu plus difficile. On a des indicateurs, c'est ça qu'on vous présente aujourd'hui. Donc, 59 de l'autre côté, croyez-vous que ça va s'améliorer? Une forte proportion dit que ça va se détériorer. Vous savez, entre vous et moi, regardez la question s'améliorer, demeurer la même, se détériorer. Fondamentalement, les Québécois sont toujours dans le cadre du milieu. Quand on présente 3 quarts, le cadre du milieu est toujours la plus importante. Alors que si je vais en France ou aux États-Unis, je suis toujours dans les extrêmes. C'est pour ça que quand je compare le 37 qui va se détériorer au 19 qui va s'améliorer, c'est là que vous voyez la tendance qui est négative, du 2 pour 1, en fonction de gens qui pensent que ça ira pas bien. Demandez-leur pas de dépenser, là, ils ont de la difficulté avec ça. D'un autre côté, moins d'épargne et plus de dettes, c'est ce que je disais tantôt. On demande aux gens, avez-vous plus autant moins d'épargne que l'an passé, qui y a un an? 53 ont eu moins. Ça, c'est l'effet post-pandémie. Parce que pendant la pandémie, on a épargné parce qu'on a moins dépensé. Mais aujourd'hui, là, le nombre de personnes qui s'en vont en voyage, qui changent d'auto, puis il y a un an qui ont changé de logement, ça a été extrêmement important. Fait qu'ils ont grugé dans leurs épargnes.
Et par rapport à l'année passée, avez-vous plus de dettes? Ben, il y a 30 qui disent plus de dettes, mais il y a 26 moins de dettes. Et là-dessus, là, on n'est pas encore endetté, mais on n'a pas encore renouvelé son hypothèque pour la majorité, parce que ça va avoir un impact considérable. Fait que vous voyez, le climat, ça veut dire quoi pour vous? Dans chacune des tendances, on va essayer de voir l'impact pour vous dans la municipalité. Ça, là, c'est une question qui fait peur. On demande aux gens, comment pensez-vous que les élus de votre municipalité gèrent leurs attentes? Est-ce qu'ils gèrent plutôt bien, 41 Est-ce qu'ils gèrent plutôt mal, 36 Ils ne savent pas si vous gérez bien, mais il y a une perception négative. Vous savez ce qui s'est passé à Montréal au cours des 2 dernières semaines, là, quand l'OPCM, ça a un impact partout, ça. Parce que s'il y a un cas comme ça, ça veut dire qu'il doit y en avoir d'autres partout. Là, ça a un impact négatif sur la gestion. Fait que faites face à un citoyen qui est de plus en plus sceptique sur la qualité de la gestion. Que vous soyez les meilleurs gestionnaires ou les pires gestionnaires, moi je suis dans le monde virtuel. C'est la perception des citoyens. C'est à peu près autant qu'ils disent que c'est bon ou que c'est mauvais. Regardez celle de droite. Voyez-vous qui sont corrompus? Que dans votre conseil de ville, des gens qui sont corrompus, 29 disent oui. Décourageant. Hein? La majorité des gens, vous êtes missionnaires, vous êtes sous-payés pour ceux qui sont les élus, même la direction générale, puis vous recevez des critiques qui est de plus en plus forte. C'est ça que je veux mentionner ici. Mais c'est pas de votre faute. C'est la pression financière que les gens ont qui la reporte sur vous. Ils sont même pas capables de gérer leur propre budget, les citoyens. Hein? Mais ils exigent que le maire, lui, puis que les citoyens soient parfaits dans la gestion de budget. J'ai des solutions que je vais vous présenter un peu plus tard. Comment gérer cette perception-là qui est là sur la gestion des fonds publics. Allons plus loin sur la taxation. On a posé une question gentille. Parce que si on leur demande, voulez-vous augmenter les taxes, là, 110 vont dire non. Fait qu'on la pose un peu plus subtile. Compte tenu des services municipaux dans votre municipalité, est-ce que vous diriez que votre compte de taxes est acceptable ou inacceptable? Oui, là, on a atteint l'équilibre. Là. 57 acceptable, 37 déjà, c'est pas acceptable. Fait qu'il n'y a pas beaucoup d'espace. J'ai mis comme titre difficile d'augmenter. Ça ne veut pas dire que c'est pas possible. Il y a encore un peu d'espace pour que mon acceptable est plus élevé, mais quand même. Regardez en bas en fonction du nombre d'habitants. Vous voyez, quand on regarde la ligne juste acceptable, j'ai 70 chez 25 à 50 000. On voit que là, il y a un espace. Alors que plus j'arrive dans une grande ville, plus les gens là, disent « je suis à bout ». C'est pas nécessairement à cause que les taxes sont plus élevées. C'est parce qu'ils ont beaucoup plus de dépenses. Ils ont un rythme de vie souvent qui est différent. Ça a une conséquence, là, 52 acceptable, 44 inacceptable. Donc, le message, c'est que la pression financière est forte. Si vous voulez augmenter les taxes au taux d'inflation, il faut être capable de l'expliquer, de prendre le temps de l'expliquer aux citoyens, parce qu'en bout de ligne, là, le citoyen va prendre ça de façon très difficile. Il n'y a pas les moyens pour. Fait que ça, c'est un premier constat. Si on va le deuxième, c'est la colère citoyenne. Tout ça fait que qu'est-ce que vous voulez? C'est un peu thérapeutique, les médias sociaux, parce que les gens sont des frustrés. Puis ils sont de plus en plus frustrés. Vous l'avez vu en Argentine, ceux qui ont suivi les élections, là, Xavier Milei en Argentine, qui est élu, un loufoque qui dit n'importe quoi. Il est élu, il y a une colère. Vous voyez que Donald Trump aux États-Unis, il est en avance sur Biden. Vous savez, il dit n'importe quoi, mais en bout de ligne, il y a une colère, il faut qu'elle s'exprime. Puis elle s'exprime de toutes sortes de façons, les gens veulent autre chose. Regardez au niveau des services municipaux. Ici, là, c'est l'indicateur qu'on réalise depuis 25 ans. Je vous montre les 4 dernières années. L'indicateur moyen de satisfaction à l'égard des municipaux, à l'égard de la ville, est de 6,4 sur 10. En 2022, j'étais à 7,1. En 2020, j'étais à 7,3. 6,4, c'est le pire résultat que j'ai vu depuis qu'on le mesure. Vous imaginez comment ça va pas bien? C'est pas parce que vous êtes moins bon qu'avant, c'est qu'ils sont plus critiques qu'avant. Fait qu'on fait face à ça, il faut être capable de bien gérer. Moi, ça va pas bien, hein, je vous le dis, là, mais on va arriver avec quelques solutions à la fin là, pour vous aider parce que je veux pas que. Je sais que je dis que je vais vous empêcher de dormir, mais au moins, je veux vous garder le sourire pareil. Si on continue au niveau du travail de la maire ou mairesse, c'est la même chose. On est à 5,7, pire score. À 5,7, là, pas sûr d'être élu, là. Parce que oui, c'est un peu plus que la moitié, mais ceux qui sont négatifs, cette minorité bruyante-là, elle parle très fort. Là. Quand on est dans les plus petites villes, on est plus apprécié, naturellement. Et encore là, que vous soyez bon ou pas bon, là, ça n'a pas de bien. Là. Mais une petite ville, il y a une proximité, il y a une solidarité. Les gens sont moins critiques parce que ils vous croisent dans la rue, vous le croisez au restaurant, il y a comme une proximité. Et plus la ville est grande, moins il y a de proximité, plus les gens sont plus critiques. C'est un peu comme l'immigration. Plus on est proche des immigrants, plus on les accepte. Plus on est loin, plus on voit ça comme une menace. C'est un peu le même style ici.
Si vous voyez ici un temps de satisfaction générale, on a 60 indicateurs, mais il y en a 6 principaux qu'on vous partage ici. Ça, puis vous allez l'avoir par écrit. Là. Il y en a certains qui vont prendre des photos, tout ça, là, mais vous allez l'avoir, cette information-là. J'aime partager ça. C'est mon plaisir de vous donner ça. Regardez, en rouge, c'est en 2023. En gris, c'est en 2022. Fait que vous voyez là que le gris est toujours supérieur au rouge. Ça baisse partout. Il y a des endroits où ça baisse de façon plus importante. Sport, loisirs et vie communautaire, je passais de 7,7 à 6,9. C'est un sondage de 3000 répondants. C'est une marge d'erreur qui est moins de 1,5 là. Ça pour vous dire là, que c'est quand même énorme. Là. C'est comme si les villes ont moins investi là-dedans parce que les services, les gens ont moins participé pendant la pandémie aussi, là, mais la qualité des services, là, il y a une perception à la baisse. Regardez en bas, travaux publics, gestion des matières résiduelles, transport et mobilité intelligente, c'est là que le bas blesse. Là, ça va pas bien, la perception à cet égard-là, et souvent avec raison. Fait que si je prends juste l'indicateur de transport, on le décortique par d'autres indicateurs. Et les autres pistes cyclables, ça va, là, 7,2, là, ça, je pense, ça participe à la qualité de vie. On atteint des niveaux. Réglementation limite de vitesse, ça va. Service de transport en commun, ça, il faut faire attention parce que c'est un chiffre, il y a des villes qui en ont, d'autres villes qui en ont pas, fait que c'est un chiffre mitoyen, il faut l'adapter par ville. Par contre, gestion de la circulation, fluidité de transport aux heures de pointe, là, on est extrêmement critique. Et au global, vous voyez, on a une moyenne de 6,6, là, c'est quand même une moyenne qui est faible. Même chose sur le déneigement. Quand on parlait de l'ensemble des services, collecte sélective, ça va relativement bien. Ordures ménagères, ça va. Résidus organiques, ça va. Propreté du quartier, pas si mal. Là, on arrive dans l'entretien des trottoirs, déneigement des rues. Là. On est la première tempête aujourd'hui, là, déneigement des rues. Les gens sont plus négatifs à cet égard-là. Donc là, vous voyez, là, tout ce qui est transport, fluidité, puis aménagement des rues, là, c'est là qu'il y a la difficulté des gens. Les gens attendent des solutions à cet égard-là. Vous savez, dans le domaine municipal, il faut vraiment le voir comme, vous savez, la pyramide de Maslow. Si les services de base, si l'eau est potable, elle n'est pas accessible, il n'y a pas d'électricité, mais ainsi de suite, ils vont être négatifs, nonobstant ce que vous faites. Ça, là, il faut que ce soit fait. Ensuite, tu arrives au service qualité de vie, qui est le deuxième élément. Ça, c'est là qu'on voit les niveaux de satisfaction monter ou descendre d'une ville, là, à partir du moment où les services de base sont créés, les services de qualité de vie. Après, ce qui amène plus haut la satisfaction, on amène au niveau de confiance, c'est la communication. Plus on communique avec ses citoyens, plus ils sont satisfaits. Moi, je suis un citoyen de Repentigny, j'ai amené le regard sur Repentigny avec moi ce matin, là. Transport collectif, voici pourquoi c'est un problème chez nous, puis voici nos solutions. Plus vous communiquez, vous parlez, vous écoutez les gens, puis vous leur donnez des réponses, plus les gens vont être positifs à votre égard. Il faut communiquer. Et à la fin, l'excitation de la municipalité, c'est toute la vie communautaire. C'est comme ça un peu, il faut régler le service de base, service qualité de vie, communication, pour après faire la promotion de la vie communautaire. C'est comme ça que le cerveau de vos citoyens fonctionne. Si je poursuis donc, globalement, le monde des trois priorités qu'ils ont, c'est d'abord le logement. Donc, plus vous allez être sur cette cible-là, plus vous touchez le cœur des citoyens. En deuxième, infrastructure, route et trottoir. Et troisième, ça, c'est un nouvel élément qui vient beaucoup de la jeune génération. Les sans-abri, pauvreté, problèmes de santé mentale, ça les préoccupe beaucoup, cette clientèle-là. Ça, c'est un nouvel enjeu. Pour certaines villes, ça fait longtemps, là, mais c'est de plus en plus important dans les villes de taille moyenne au Québec. Après, on arrive dans l'embouteillage, transport en commun, compte de taxes, et ainsi de suite. Hein. Compte de taxes, c'est que le cinquième. Là. Fait que c'est pas une préoccupation majeure, mais forcément, plus on va l'augmenter, plus ça risque d'augmenter en termes de taux. L'autre élément qu'on mesure là-dedans pour les municipalités, ce qui est le plus difficile, c'est la critique qu'on a. On a une question phare. Hein, notre métier, nous, c'est de poser la bonne question. Est-ce que tu recommanderais à tes amis de vivre dans ta municipalité? Là, on essaie d'aller chercher le sentiment de l'émotion de l'autre côté. Ceux qui ont répondu de 0 à 6, qu'on appelle ceux qui sont négatifs. Hein, c'est un NPS là, pour ceux, Net Promoter Score, là, qui est une expression, c'est une mesure mathématique qu'on utilise. Là. Il y en a 35% d'un côté qui sont entre 0 et 6, comparé aux autres années où c'était à 24-20%. Vous voyez, là, le nombre de personnes qui sont en maudit, c'est plus élevé. Si on va de l'autre côté complètement, c'est les ambassadeurs. Tu sais, dans les sondages, quand on dit 9 et 10, c'est ce qui vous aiment. Ça. Mais je suis rendu à 24%. J'étais à 34%. Fait que normalement, vous voyez, aujourd'hui, les deux colonnes rouges, 35 et 24, mon NPS est de moins 11%. J'ai plus de détracteurs que d'ambassadeurs d'une ville. C'est la première fois qu'on mesure ça. Vous voyez, là, la colère citoyenne est là. Puis c'est pas que vous soyez bon ou mauvais dans votre ville. C'est global à travers le Québec. Cette perception-là qui est négative que vous devez faire face en bout de ligne. Troisième indicateur, la valorisation du local.
Là, j'ai parlé des effets négatifs, il y a des effets positifs de la pandémie. Leur ville, là, c'est encore plus important. Les consommateurs sont très, très sensibles. Plus de 80 des consommateurs sont sensibles aux achats locaux. C'est 62 dans le reste du Canada. C'est toujours plus élevé au Québec, le fait local. Les gouvernements le sont également sur la production locale et on prend au sérieux la notion de sécurité publique. On l'a vu pendant la pandémie, quand une usine bloque en Chine ou il y a quelque chose qui se passe en Amérique latine, on voit que tous nos produits, il y a des parcelles dans 4-5 pays du monde, fait que le produit ne se rend pas ici. Les gens n'avaient pas accès aux produits parce que la conception des produits est à l'extérieur. Fait qu'on essaie de ramener plus ça vers ici. C'était la politique américaine de Joe Biden, là. Et ça, c'est un élément qui est majeur. Les gens le comprennent, ça. Naturellement, les gens veulent acheter des produits locaux nettement, mais il ne faut pas que ce soit plus que 5 que le prix du concurrent. Sinon, ils vont aller ailleurs. Il y a une étude qui vient d'Aliments Québec qui est intéressante, là, qui disait qu'ils ont comparé les 134 produits là, contre des produits comparables là, et 70,8 des produits des catégories étaient étudiées. Le produit local était aussi concurrentiel, différence de prix de moins de 5 ou plus concurrentiel que le produit. Donc, véritablement, il y a une perception que ça coûte plus cher que au Québec, mais en réalité, c'est pas ça. Ça pour dire que j'utilise cet exemple-là d'achat local, mais à tout égard, il y a une proximité qui est, et c'est aussi lié au fait que les gens travaillent de la maison. Ça, c'est toute une opportunité pour vous. Il y a un milieu de vie qui est autour d'eux, qui n'était pas le cas avant. Et ça se maintient, le télétravail. Vous avez 43 des travailleurs qui sont en télétravail. 21 tous les jours, 13 quelques jours semaine, puis 9 2 jours semaine. Ça crée un milieu de vie parce qu'ils vivent dans la municipalité. Ils sont plus près de vous. C'est donc notamment l'achat local, le télétravail, deux indicateurs qui fait que dans votre ville, là, faites la promotion de ce qui se passe. Les gens sont prêts à participer davantage à ce qui se passe dans votre ville au lieu de s'exiler vers les grands centres comme ça a été le cas depuis de nombreuses années. Si on poursuit, le quatrième intelligence artificielle, c'est le cœur de notre présentation. Je parle d'inintelligence artificielle parce qu'ils sont cons sur l'ordinateur, puis ils ne savent pas, ils ne comprennent pas. Ils sont frustrés. Pour eux autres, c'est thérapeutique de lancer ça sur les médias sociaux, puis le lendemain, ils ne se rappellent même pas des critiques qu'ils ont dit. C'est quelque chose qui est fondamental à apprendre à gérer parce que, vous savez, je vous ai lu l'article la semaine dernière dans le Journal de Montréal sur le fait qu'il y a 741 élus sur 8062 postes, c'est 9,2 près de 10 des élus ont quitté leur poste. C'est extrêmement élevé. Parce que la pression est forte, hein? C'est pas facile de se faire critiquer ces médias sociaux. Moi, vous savez, je suis partout dans les médias sociaux, puis forcément, c'est incroyable, c'est injuste. On a une solution pour vous. Et c'est pour ça que j'ai demandé à Boris de chez nous, notre stratège numérique. Lui, Boris est habitué dans la gestion de conflits, dans la formation des équipes numériques. On a créé, nous, à l'intérieur de Léger, un service pour vous aider qui s'appelle Léger Digital. DGTL, c'est Digital, là, qui est une agence qui part de nos sondages pour générer des stratégies numériques qui sont adaptées. Fait que j'ai demandé à Boris, partage tes connaissances, partage ton expertise avec les gens, donne-leur aux municipalités, puis après, si ça vous intéresse, ben, il sera disponible. Boris? Merci beaucoup, Jean-Marc. Merci, Jean-Marc. On se rappelle que le titre de ce webinaire, c'est de la majorité silencieuse à la minorité bruyante. Donc, les statistiques ici illustrent très bien ce phénomène. Il y a 9 des répondants qui ont indiqué avoir critiqué la ville et 7 ont repartagé ces commentaires négatifs. Donc, c'est vraiment une minorité qui fait du bruit, puis naturellement, la majorité, elle s'exprime moins. Mais elle va vous observer, elle va lire les commentaires sur vos pages. Donc, on comprend que votre travail en lien avec la gestion des médias sociaux, c'est pas facile, ça peut être stressant. Mais il faut surtout pas le prendre trop personnel. Hein? Gardons en tête qu'il y a pas probablement une bonne partie de vos abonnés qui est satisfaite de votre travail, mais elle ne le dit pas. Et vous allez voir dans les prochaines diapos, on va vous proposer des solutions pour former vos équipes, les outiller, pour assurer une saine gestion de vos médias sociaux. Prochaine diapo. Le double défi que vous avez, c'est qu'en plus d'avoir une minorité qui est brillante, il y a 30 de vos utilisateurs qui croient et prennent pour véridique les critiques qu'ils lisent. Il faut comprendre que c'est dans la nature des médias sociaux et de leurs algorithmes de faire ressortir les commentaires qui génèrent de l'engagement. Donc, même s'ils sont négatifs ou controversés, donc c'est des commentaires qui ressortent plus. Hein? C'est la nature des médias sociaux. Fait que ça peut créer un effet viral où les opinions fortes semblent plus répandues qu'elles le sont réellement. Donc, les utilisateurs peuvent se retrouver dans des bulles
formé par leur fil de nouvelles, qui est parsemé d'opinions, qui renforce les leurs. On appelle ça l'effet chambre d'écho sur les médias sociaux. C'est pour ça qu'il est super important de rectifier le tir assez rapidement lorsque c'est possible, de manière réactive, mais idéalement de manière proactive. Hein? Sinon, c'est la réputation de la municipalité et de ses élus qui va en prendre un coup. Parlons de l'utilisation des médias sociaux par les citoyens. Donc, à gauche, ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a un total de 73 des répondants qui mentionnent avoir utilisé les médias sociaux au cours des 12 derniers mois pour rester informés de leur ville et municipalité. Donc, les médias sociaux, c'est votre porte d'entrée pour entrer en relation avec les citoyens. C'est des plateformes fantastiques et essentielles. Hein? Ça vous permet de communiquer rapidement, de mobiliser, puis surtout de prendre le pouls de la population. Hein? À droite, on apprend qu'il y a 32 des répondants qui disent faire partie d'un groupe citoyen. Donc, en plus de suivre les présences officielles de la ville, ben, on a le tiers qui vont joindre un groupe citoyen non officiel. Ces groupes-là ben, peuvent prendre plusieurs formes. Ça peut être des groupes de quartier pour favoriser l'entraide, les fameux groupes de type Spotted, ou encore des groupes de discussion politique qui portent sur des grands enjeux ou des projets d'envergure. On peut penser au tramway, là, ces temps-ci à Québec, là, c'est beaucoup jasé dans ces groupes-là. Donc, je pense que c'est important de retenir ici, c'est que vous ne pouvez pas, puis vous n'aurez jamais le contrôle total sur les communications en ligne. Puis c'est normal. Ce qui est important, c'est de bien comprendre vos plateformes, les groupes qui sont en place, de surveiller les dynamiques conversationnelles qui ont lieu dans votre écosystème numérique général de votre ville. Puis si nécessaire, intervenir rapidement, d'une manière appropriée. L'idéal, c'est même de travailler en partenariat avec les administrateurs de ces différents groupes citoyens. Donc, si vous êtes capable de faire ça, ça va vous aider à maintenir des conversations constructives et respectueuses. Puis éventuellement, ils peuvent même être des alliés pour influencer ou mobiliser ou contrer les fausses rumeurs. On va à la prochaine diapo. Ici, il est intéressant de noter qu'il y a... Oh, pardon, on peut aller à la diapo précédente. Désolé. Merci. Ici, il est intéressant de noter qu'il y a 15 des répondants qui ont choisi de contacter leur municipalité via les médias sociaux. Cependant, il y a 36 de ces utilisateurs qui se sont dit insatisfaits de la réactivité de leur municipalité à leurs requêtes ou commentaires sur ces plateformes. Donc, ça démontre l'importance d'être présent, mais surtout d'être actif au niveau des réponses. Hein. De manière générale, les utilisateurs, ils s'attendent à être répondus à l'intérieur de 4 heures sur Facebook. Donc, on observe régulièrement des organisations qui sont pleines de bonnes intentions, qui créent une plateforme sociale, mais qui ne la maintiennent pas activement ou qui la délaissent carrément. Lorsque ça se produit, ben, c'est souvent cette fameuse minorité bruyante-là qui va prendre le dessus, qui va prendre possession de ces plateformes-là, puis qui va orienter le discours, puis la perception publique. Et bien, Boris, si tu me permets un commentaire. Oui. Excusez pour le son de Boris, parce qu'on est un peu plus de personnes que prévu au webinaire, là, ça met un peu de pression sur la plateforme. Le 36 est important parce que la nouvelle génération vit dans l'instantanéité. Ça, c'est une tendance de fond qu'on mesure dans toutes les études marketing. Ils veulent une réponse immédiatement. Forcément, vous, comme gestionnaire municipal, vous ne voulez pas dire n'importe quoi 2 minutes après qu'il a posté quelque chose sur les médias sociaux. On le comprend, mais lui, il ne comprend pas. Parce que s'il contacte une entreprise, il faut qu'elle réponde immédiatement, sinon elle est incompétente. Fait que votre concurrence, c'est pas les services publics, c'est vraiment ce que offrent les autres entreprises publiques sur le net. Fait que c'est pour ça que le niveau d'insatisfaction est élevé. Fait que c'est ça qu'il faut être capable de suivre, là. Plus vous prenez de temps à répondre, plus l'insatisfaction va être élevée. Donc, il faut établir des mécaniques pour forcément juste dire, je vous ai entendu, je vous reviens plus tard. Hein? Vous avez cette génération-là qui va donner une pression énorme. Boris? Oui, continuons. Oui, pardon. On leur a demandé, est-ce que les élus sont à l'écoute des citoyens? Ben, apparemment non. Hein? Car il y a 48 des répondants qui ne se sentent pas écoutés par leurs élus. Donc, on a parlé précédemment des médias sociaux dans un contexte d'utilisation pour les villes et municipalités, mais les médias sociaux, ils peuvent aussi être très utiles pour les élus, spécifiquement. Donc, un maire, une mairesse, les élus peuvent être sur une plateforme médias sociaux, naturellement pour prendre le pouls de la population,
mais aussi pour bâtir une communauté, entrer en relation avec elle. Les élus qui sont habiles avec les médias sociaux, ils apprécient cette plateforme-là parce que ça leur permet d'adopter un ton, une ligne éditoriale plus personnelle, plus informelle. C'est un excellent canal pour se rapprocher des gens. Oui, puis je rajouterais, si tu permets, Oui, vous en ferez jamais suffisamment. Fait que ce taux-là a toujours été élevé, jamais aussi élevé qu'aujourd'hui, c'est une tendance, mais vous en ferez jamais suffisamment, vous communiquerez jamais suffisamment pour les citoyens. C'est pas grave s'ils lisent pas, mais c'est l'impression de la transparence, de l'information permanente avec cette clientèle-là, puis c'est une des manières de contrer la fausse information. Il nous reste une autre donnée, puis après on va passer à notre haut conseil. oui. Mais parlons des priorités à attendre des citoyens en termes de communication numérique. Le plus prioritaire, à 29 c'est la pertinence du contenu que vous partagez. C'est crucial d'avoir le bon message dans le bon canal, dans le bon format et publié au bon moment. Donc, ça, là, tout ça repose sur votre stratégie de contenu médias sociaux. Chez Léger Digital, on a développé une solution unique avec nos équipes en recherche qui s'appelle l'analyse de la voix de vos abonnés. Donc, ça, c'est une solution que l'on propose dans les audits médias sociaux qu'on fait avec nos clients. Puis en bref, c'est qu'on vient sonder directement vos abonnés médias sociaux afin de vous fournir des recommandations tangibles qui vont vous permettre de mettre à jour votre stratégie numérique sur la base d'insights concrets. La deuxième priorité à 26 c'est la réactivité. On en a parlé beaucoup. Les abonnés, ils veulent être répondus, écoutés rapidement. La troisième priorité que je trouve super intéressante, c'est 15 des répondants qui aimeraient que vous soyez présents sur plus de plateformes. Ça, c'est pas probablement la génération Z là, qui s'est exprimée ici. On le sait. Ils sont en train de délaisser Facebook. C'est une plateforme vieillissante. Mais la réflexion que ça amène ici, c'est avant de vous lancer sur Instagram ou même TikTok, il faut prendre le temps de définir le rôle que l'on veut donner à chacune de nos plateformes en fonction des audiences, des fonctionnalités des plateformes, des habitudes des utilisateurs, mais surtout, c'est quoi nos objectifs de communication. Oui, puis Donc, c'est fondamental. Hein. Chaque plateforme a des objectifs différents et est utilisée de façon différente. Sur Twitter, par exemple, les gens sont hyper agressifs. C'est comme normal de dire n'importe quoi. C'est la libre opinion. Sur Facebook, ils sont un peu plus doux. Sur LinkedIn, ils sont encore plus doux. Les gens, chaque plateforme, la réaction, le contexte est pas le même. Hein. Et regardez à droite, par contre, on a beau parler de médias sociaux, là, l'endroit où la source d'information principale, c'est le site officiel de la ville, à 72 Ça, ouais, là, c'est fondamental, ça, d'avoir un site qui est efficace, parce qu'il y a tellement de choses sur le site, les gens sont un peu perdus. Fait que ça part au départ de s'assurer de la fluidité d'un site. Puis le site, là, c'est pas le nombre de pages que les gens voient, c'est est-ce qu'il arrive dans les cul-de-sac. C'est ça qui est difficile à gérer. Puis vous avez une clientèle qui est différente si elle est féminine ou masculine. La clientèle masculine, par exemple, elle va passer de page en page très rapidement pour aller chercher son information. La clientèle féminine va prendre plus de temps pour regarder chacune des informations sur chacune des pages. Fait que dépendant de la clientèle cible, il faut être capable d'ajuster le site en conséquence. L'infolette a toujours d'importance. Hein. C'est pas parce qu'on est dans un monde virtuel que l'infolette a pas d'importance. Elle a de l'importance et je comprends aussi le journal local, il n'est pas inclus dans la question, là, mais par expérience, c'est que ça dure plus longtemps dans un ménage. Alors que quand ça devient du virtuel, c'est immédiatement pour passer à autre chose après. Puis les médias sociaux officiels de la ville, 46 s'en informent. Fait que c'est quand même un taux important. On arrive à la suivante, oui, Boris, qui est celle des défis. mais oui, Ensuite, la prochaine, c'est nos conseils. Boris, un petit ouais, peu plus fort, Boris, on a discuté à t'entendre un peu. OK. Ben, vos trois grands défis. Hein? Premièrement, ben, une minorité bruyante et en croissance. Naturellement, vous observerez cette croissance des communautés en premier lieu sur votre page Facebook. Mais c'est ça, je disais, c'est une plateforme vieillissante. Donc, les plus jeunes, ils délaissent Facebook pour d'autres plateformes comme Instagram ou TikTok. Donc, ça vous prend un plan de match pour répondre à vos besoins immédiats, mais aussi pour planifier le futur. Deuxièmement, le manque de stratégie peut mener à une perte de contrôle. Donc, sans plan clair, sans une présence active, ça permet à la minorité bruyante de gagner en influence. Donc, il est crucial d'avoir une stratégie pour garder une présence équilibrée et active sur toutes vos plateformes. Puis, ben, cette perte de contrôle, elle peut entraîner un risque de désinformation. Donc, les gens peuvent juger comme vrai les commentaires négatifs et les critiques qui circulent au sujet de votre ville. Donc, ça, c'est un scénario qu'on ne veut pas parce que ça peut mener à un étritement de la confiance. Nos recommandations. Oui. Donc, c'est ça. Nos recommandations, on en a cinq. Premièrement,
il est crucial de ne pas le prendre personnel. Bon, ça veut dire de garder une perspective professionnelle et objective, même face à des critiques ou des commentaires négatifs. On sait que c'est pas facile, mais il faut être capable de se détacher un peu de ça. En deuxième lieu, ben, pour bien gérer vos plateformes et les commentaires, il est essentiel d'outiller vos équipes, que ce soit via un audit, une stratégie, de la formation. On recommande souvent à nos clients de débuter avec l'audit numérique. Hein. Ça vous permet d'en faire un bon état des lieux, d'avoir une lecture claire de ce qui se passe dans votre écosystème. Puis par la suite, ben, on peut développer avec vous les stratégies adaptées pour former vos équipes, puis bien les outiller. Troisièmement, consolider un réseau d'ambassadeurs et d'alliés. Ben ça, il s'agit de bâtir et de maintenir des relations avec les administrateurs, les individus au sein des groupes qui peuvent soutenir nos messages. Hein. Ça va vous aider à maintenir un discours public respectueux, équilibré, puis d'avoir des relayeurs qui peuvent être très utiles dans tout ça. Troisième point est de baliser la conversation. Ça veut dire d'établir une ligne directrice claire pour les discussions qui ont lieu sur votre plateforme afin que les échanges restent constructifs. Donc, vous êtes l'administrateur de votre page Facebook. Donc, vous avez le droit de définir les codes de conduite au sein de votre carré de sable. Donc, vous pouvez le faire notamment à l'aide d'une étiquette, hein, mais c'est surtout en formant vos gestionnaires de communauté hein, qui vont être bien équipés pour gérer les dynamiques et les commentaires dans vos présences. Enfin, la cinquième recommandation, c'est d'entretenir une présence active et stratégique. Une fois qu'on se lance sur les médias sociaux, on se suggère de ne pas le faire à moitié. Ça vous prend une stratégie cohérente, une présence active, une équipe formée. Je vous mentionnais aussi l'importance de se munir d'une stratégie média numérique. Parce que de manière générale, vos publications vont rejoindre organiquement seulement 5% de vos abonnés. Donc, si vous avez une campagne de sensibilisation, des messages importants et des clés, c'est super important de prévoir de la publicité hein, pour assurer une visibilité et un bon impact de vos messages. Voilà. Merci, Maurice. Vous savez, à l'intérieur de ça, c'est facile à dire. Le plus difficile, c'est toujours l'exécution de ça. Parce que là, vous avez les éléments de base. Forcément, chaque municipalité a des enjeux différents. Si vous voulez aller plus loin, nous, on a un service de numérique pour être capable de vous accompagner, parce que je sais que c'est votre principale préoccupation. Soit un audit numérique, voir ce qui marche pas, soit d'établir une stratégie, former votre monde ou accompagner à l'intérieur de ça. Je pense que vous avez besoin de solutions, puis les chiffres le démontrent. Puis le problème de ce qu'on mesure, c'est que ça va être de plus en plus, ça va être de pire en pire. Puis le dernier élément de notre présentation, c'est celle sur la volonté de changement. Fait que ce qu'on mesure actuellement à 2 ans des élections, c'est qu'il y a une volonté forte de changer. C'est vrai aux États-Unis, c'est vrai au Canada avec Pierre Poilievre, c'est vrai même au Québec. Il y a un sondage qui place le PQ en avant de la CAQ ce matin. Là, vous imaginez, pas un sondage léger, tant que je ne l'ai pas mesuré, je ne le crois pas, là, mais ça donne quand même une tendance. Là, que l'élément majeur, c'est qu'il y a une volonté très forte de changement parce que le niveau de satisfaction des gouvernements partout dans l'Occident a chuté de façon importante après la pandémie. Et donc, vous devez faire face à cette réalité-là. Regardez, par exemple, la question, c'est une question qu'on suit. Lors de la prochaine élection municipale, souhaitez-vous le maintien de l'équipe actuelle ou le changement d'équipe? Regardez à droite, 37% veulent maintenir l'équipe actuelle, 36% veulent changer d'équipe. Ça, c'est un taux qui est extrêmement élevé. Fait qu'il y a un vent de changement qui est important actuellement au Québec, ce qui fait que si les choses ne s'améliorent pas, la majorité des conseils restent d'être battus à la prochaine élection parce que le vent est fort et souvent, c'est pas personnel, ça. Quand la vague passe, ça part. Fait qu'il faut être capable de savoir d'avance. Ça me fait penser à l'histoire, vous savez, à Denis Coderre quand il était maire de Montréal. Denis, c'est quelqu'un que je connaissais bien. Un mois des élections, je l'appelle, je dis, Denis, il faut que tu comprennes que dans un mois, tu vas être battu. Mais naturellement, comme maire, la première réaction, non, pas dans ma municipalité, c'est différent, je me promène dans la rue, tout le monde m'apprécie, puis ainsi de suite. Non, tu vas être battu. Vaut mieux que tu le saches d'avance. C'est un peu le message aujourd'hui. Oui, les maires, vous êtes appréciés. Oui, les gens autour de vous disent que vous avez fait un travail extraordinaire, puis c'est probablement vrai. Mais il y a un sentiment qui vous dépasse. C'est pour ça qu'il faut être capable d'accompagner le citoyen rapidement avant qu'il change d'avis. Donc, voici 2004, nos 5 tendances, une anxiété financière. Ce qu'on vous suggère, c'est la transparence financière. Plus vous donnez de l'information, plus vous adressez à l'intelligence des gens, plus c'est facile de marquer des points. Créez-vous cette banque de crédibilité-là pendant que c'est encore temps. Parce que dans un an, ils ne vous écouteront plus, puis durant la campagne électorale, vous ne serez même pas capable de vous exprimer.
Fait qu'il faut prendre le temps à ce moment-ci d'avoir cette transparence-là de communication avec le citoyen. C'est une exigence à l'ère des médias sociaux. Les gens ont ce qu'on appelle un bullshit detector. C'est-à-dire qu'ils savent quand les politiciens mentent. Bon, des fois, ça leur fait rien parce que ça fait leur affaire. Tu sais, sur les médias sociaux, quand tu es à droite, tu es à droite. Quand tu es à gauche, tu es à gauche. Sur eux. Mais dans la vraie vie, là, ça a une influence sur le comportement des gens. La colère citoyenne, c'est communiquer davantage. Oui, on fait une colère, il faut communiquer. Mais c'est la même chose avec un enfant. Vous savez, quand il est en maudit, il faut prendre le temps de jaser, de l'écouter, de sentir qu'on l'écoute et d'être capable de l'amener sur notre terrain pour qu'il change son comportement. La valorisation du local, on ne promouvoit pas assez ces centres d'excellence-là dans les municipalités, les succès municipaux. Moi, si j'avais un infolette ou un site Internet, je ferais la promotion de ce qui va bien dans la ville. Parce que ce qui va mal, là, vos citoyens vont dire. Mais faites la promotion, les gens ont besoin de succès. Ils ont besoin de s'associer à quelque chose qui gagne. Vous allez le voir aujourd'hui dans le défilé des Alouettes, là. Québec n'a pas gagné souvent au cours des dernières années. C'est dans le sport, le seul endroit où on peut gagner, puis ça fait longtemps qu'on n'a pas gagné à la Coupe Stanley. Ça, là, c'est un sentiment très québécois. On a besoin de succès. On s'associe au succès. Fait que faites cette valorisation-là du succès, puis surtout dans un univers que le local est tellement important pour les gens. On veut savoir ce qui marche autour de nous. L'intelligence artificielle, c'est ventiler. Prenez pas ça personnel. Même celui qui le dit, il ne pense pas vraiment. Vous savez, il veut juste avoir un nombre de clics de personnes, puis il s'entoure à cause des algorithmes de gens qui pensent comme lui, mais c'est des minorités. C'est important. Faut pas le sous-évaluer parce que c'est en croissance, mais quand même, formez, balisez, faites de travail, soyez proactifs, soyez une coche en avant. C'est la technique Jean Drapeau. Il se faisait accuser, Jean Drapeau, que mon père est très connu, Jean Drapeau, il se faisait accuser qu'il était anti-environnement. Il répondait pas. Le lendemain, il s'en allait sur le Mont-Royal et il plantait mes arbres. Il faut être capable de l'amener toujours sur son terrain. Et la dernière chose, c'est quand on veut du changement, il faut que vous le représentiez. Fait que c'est important d'avoir des projets innovateurs. Pourquoi ils voteraient pour toi? Parce que ce que vous avez fait au cours des 4 dernières années, les lecteurs s'en foutent. Les lecteurs votent pas pour vous. Les lecteurs votent pour lui. Qu'est-ce que vous allez lui apporter? C'est ce que vous allez faire les 4 prochaines années qui sont importantes. Fait que tu le vois, les gouvernements qui manquent d'idées, qui sont plus capables de faire des réformes, puis qui s'en vont dans le dallo, là, parce que les lecteurs votent pour demain. Qu'est-ce que tu vas m'offrir? Fait que la notion, c'est qu'il faut que vous représenter le changement. Même dans votre équipe, ça prend du nouveau monde. Vous ne pouvez pas avec la même équipe. Les gens, là, ce qu'ils veulent, c'est autre chose. Et il y a 4 ans, je disais l'inverse. Ce que le monde veut, c'est la stabilité. Aujourd'hui, ce que les gens veulent, c'est le changement. Si vous pensez que l'année 2023 était rock and roll, je vous dirais que l'année 2024 va être heavy metal. C'est-à-dire que les perturbations sont là. C'est pour ça qu'il faut prendre l'offensive. Soyez à l'avant-garde, soyez à l'avance, notamment sur les médias sociaux. Pas juste sur les médias sociaux, mais notamment sur les médias sociaux. Donc, ce qu'on vous propose, nous autres ici, c'est cette information-là. On vous la transmet. N'hésitez pas, si vous avez des questions, des préoccupations et tout ça, là, de nous contacter directement. Puis, on a 2 services pour accompagner, qui est l'indicateur municipal pour être capable de vous aider dans votre municipalité pour avoir des affaires plus spécifiques, ou l'autre, l'accompagnement stratégique sur tout ce qui est numérique, qui, à mon avis, est l'élément fondamental. C'est le cœur de la difficulté que les villes ont actuellement au Québec. Fait que ça, c'était la présentation. On voulait faire ça en 45 minutes. C'était notre défi. Parce que j'ai un débit rapide, là, mais je sais que vous êtes capable d'en prendre. Là. J'ai quelques questions. N'hésitez pas, hein, vous avez un Q&A si vous voulez poser des questions. J'ai reçu des questions ici sur des gens. Le gouvernement du Québec a interdit l'installation et l'utilisation de l'application TikTok sur l'appareil mobile. Oui, c'est vrai. Fait qu'il y a une difficulté là-dessus. Mais même le Facebook, plusieurs villes ont boycotté Facebook, mais ce qui n'empêche pas qu'il se passe plein de choses sur Facebook. Il faut être capable, comme disait Boris, de bien l'intégrer, de bien le gérer, et d'être proactif sur Facebook, de ne pas subir. En tant que ville, nous ne pouvons plus investir en publicité c'est ça. Mais on ne parle pas de publicité, on parle de réponse aux citoyens. C'est différent. C'est incontournable, Facebook. Vous avez dit qu'on est prêt, qu'on est plus près des gens, plus on comprend et on est efficace dans ce qu'on peut apporter. Selon vous, pourquoi c'est si difficile pour les dirigeants de municipalité d'être près de la population? Ils savent bien le faire pendant la campagne. Ouais, c'est sûr que pendant une campagne électorale, forcément, ils sont plus proches des gens, mais les gens ont tous la bonne volonté. Les gens qui sont venus au conseil municipal, là, ils ont tous la bonne volonté d'aider. Le niveau d'information, des fois, est différent. Des fois, la belle-sœur a dit quelque chose, c'est plus important que le reste de la population. Tu sais, pardon, il faut être capable de gérer ça. Mais il faut avoir des mécanismes pour être proche de la population, pour comprendre la mouvance populaire. C'est ce qu'on essaie de faire avec cette là, le sondage est un instrument, mais vous avez d'autres instruments.
d'être proche de la population. Mais les gouvernements, plus ils s'approchent des élections, normalement aussi, plus ils sont à l'écoute des citoyens. Pardon. J'ai une question pour Boris, ici sur le numérique. Comment ça coûte une intervention numérique dans une municipalité, Boris? Comment ça coûte? Ça dépend, hein, mais tu as présenté une diapo tantôt, Jean-Marc. Nous, on est capable de faire des beaux mandats d'audit, de stratégie de formation et d'accompagnement entre 15 et 20 000 en termes d'honoraires. Donc, ça dépend de vos besoins. C'est difficile de mettre un price tag là-dessus, mais on est assez efficace pour rapidement vous donner des recommandations et des outils très tangibles à l'intérieur de quelques heures. Donc, mais voilà, ça va beaucoup dépendre de vos besoins et de la taille de votre écosystème numérique. Ouais, tu sais, ça peut être une intervention simple ou plus complexe, dépendant de la municipalité ou du niveau de difficulté que vous avez dans votre municipalité. Le conseil, c'est d'être proactif, de ne pas attendre. D'être proactif, parce que de toute façon, ce vent-là vient, puis il va s'accélérer. Les milléniaux utilisent de façon parfaite les médias sociaux, puis vous êtes souvent pas à l'aise, suffisamment à l'aise à la réponse. Parce que forcément, quand tu as une municipalité, tu peux pas l'envoyer promener ton citoyen, là, fait que c'est un peu plus difficile. Est-ce le bon moment pour sonder les citoyens sur les niveaux de service afin de générer des économies? C'est sûr que la réponse, ça va être oui. Là, pendant un sondage, c'est bon de faire des sondages. Là. Moi, c'est mon métier. On fait 3000 sondages par année de tout type, de toutes sortes. Là. On a accès. La question, c'est plus vous sondez tôt, plus vous préparez la prochaine élection. Puis c'est pas juste une question électorale, là, parce que les administrations sont perturbées par l'échéancier électoral. Il faut être proche, il faut être capable de prévoir ce qui va se passer. Vous savez, on est à 2 ans d'élection. Normalement, c'est en 2024 que les équipes de concurrentes ou la compétition commence à s'organiser. Tout le monde dit que je devrais me présenter, c'est en 2024. Puis c'est au début de 2025 que là, il se crée une équipe et qu'il commence le financement. Fait que plus vous êtes proactif au début pour éviter les candidats d'envergure puis de coller aux préoccupations des citoyens, mieux c'est. C'est la réalité. J'ai vu tellement de maires compétents se faire battre sur des enjeux qu'ils n'avaient pas prévus. Il faut être capable de voir venir cette vague-là pour être capable d'y répondre. Pourquoi n'avez-vous pas évalué les bulletins municipaux dans votre étude? C'est plus l'infolette, comme ça, parce que chacune a une définition différente d'une municipalité à l'autre. Forcément, c'est des données macro qui s'appliquent dans votre ville, généralement, en fonction de la grandeur de la ville. Mais vous avez tous des réalités locales qui sont différentes. Le transport, par exemple, c'est tellement différent d'un endroit à l'autre. La gestion des services municipaux, c'est tellement différent. Si vous êtes dans une nouvelle ville qui a été fusionnée ou pas, il y a des réalités qui sont autres. Est-ce que vous devez faire une nouvelle version du Code Québec vu les dernières années? C'est une bonne question parce que le Code Québec, j'ai donné tout mon cœur là-dedans. C'est pour qu'on exprime cette différence québécoise-là. Oui, il y a des choses en commun avec le reste du Canada. Quand j'ai écrit ce livre-là, un des éléments, c'est que 71% de nos attitudes et comportements étaient semblables au reste du Canada. On n'est pas si différents, mais le 29% fait toute la différence. C'est là-dessus qu'on a fait un code entre les 7 traits identitaires qui différencient les Québécois. Cet effet de solidarité-là qui est très forte ici au Québec, là. La notion de consensus. Vous savez, tout le monde, quand vous les avez, ces médias sociaux, ils chialent. Quand vous êtes amené dans une salle à l'hôtel de ville, là, ça prend 10 minutes puis un consensus. Là. Ça fait partie de la réalité là, de se trouver des terrains d'entente. C'était ça l'esprit du livre, le Code Québec. Là. J'aurais une conférence à en parler, je pourrais en parler pendant des jours de la différence québécoise. Ça a été un des éléments qui m'a motivé tout au long de ma carrière, mais là, c'est pas le but de la conférence aujourd'hui. Selon votre sondage, les citoyens semblent apprécier l'aménagement des pistes cyclables dans leur municipalité. Avez-vous remarqué une grande différence d'acceptabilité selon la taille de la population? Oui, il y a toujours une différence parce que les villes de 100 000 et plus des fois sont mieux équipées, mais voit aussi c'est des problèmes de circulation qui sont plus importants. Fait qu'il y a une réalité directement. Partout au Québec, là, la taille de la municipalité, il y a des écarts à tout égard. À tout égard, sur les services, chacun des services qu'on mesure, que ce soit la sécurité publique, que ce soit les pistes cyclables, il y a des différences en fonction de la taille de la municipalité. On a fait des villes de 25 000 et plus parce que c'est plus difficile de rejoindre les gens de plus petites municipalités, mais on peut aussi répondre aux questions des gens de 25 000 et moins. Est-ce que vos propos s'appliquent? C'est la question aux petites municipalités, moins de 5 000. Oui, regardez la tendance qu'on mesure sur les grandes villes versus les petites villes, puis dites-vous que ça s'accélère. Bon, mais dans les réalités de 5 000 habitants, souvent, les gens sont élus par acclamation. C'est pas vraiment une question de campagne électorale, c'est une question de motivation. Souvent, on n'a pas les budgets pour les projets qu'on a dans les plus petites villes. Fait que les réalités sont un peu différentes dans les petites villes. Puis il y a beaucoup de villes. Vous savez, il y a des différences fondamentales avec l'Ontario. Ça, c'est vraiment l'effet québécois de solidarité de municipalité. Il y a 1110 villes
ou 1111, dépendant, là. Il y a 1110 villes, municipalités au Québec. Il y en a 440 en Ontario. On a 3 fois plus de villes au Québec parce qu'on aime se regrouper entre nous dans des gens, dans des villes qui sont plus homogènes. Ça a toujours fait partie de la réalité québécoise. Ça a un bon et un mauvais côté. Il y a un effet de solidarité. Le mauvais côté, c'est que les services sont différents. C'est parce que quand tu as des plus grandes villes, tu as plus de moyens. Dans les plus petites villes, tu as une proximité, mais souvent les budgets sont moins élevés. Fait que c'est cette réalité-là. Il y a plusieurs villes de moins de 5000 habitants. Mais tu sais, la tendance est la même. D'ailleurs, c'est une des raisons quand on expliquait le bonheur des Québécois. Il y a 3 raisons. C'est au Québec qu'il y a le moins d'écart entre riches et pauvres. Il y a un élément positif, c'est aussi parce qu'on a moins de riches, mais c'est aussi parce qu'on a moins de pauvres. Puis ça, c'est un facteur de bonheur. Le deuxième, c'est parce on vit dans des villes plus petites. Il y a une question de proximité. Puis le troisième facteur du bonheur québécois, puis ça, c'est fondamental, c'est là où il y a le plus d'écart entre un francophone et un anglophone, c'est le fait que les Québécois vivent ici et maintenant. Quand je demande aux Québécois qu'est-ce qui est le plus important, vivre ici et maintenant ou préparer l'avenir, les Québécois disent ici et maintenant, les anglophones disent préparer l'avenir. Nous, là, c'est ici et maintenant qu'on vit. Fait que quand vous parlez de projet dans 3, 4 ans, 5 ans, ça n'existe pas dans la tête. Qu'est-ce qui va se passer le mois prochain? C'est ça qui est important pour un Québécois. Bon, on pourra en parler longtemps là, du Code Québec, là, mais ça vous donne des éléments. J'ai 2 dernières questions. Je ne vais pas vous tenir plus longtemps. S'il y a 2 dernières questions. Et que dire de la communication des chantiers, des entraves? Avez-vous des données à cet égard? Non, j'ai pas de données précises à cet égard, mais une chose est sûre, c'est quand vous voyez que ça perturbe la vie quotidienne des gens, forcément, plus il y a de communication, d'expliquer le pourquoi, là, c'est tellement important. Parce que vous êtes élu, vous avez accès à de l'information que le citoyen n'a pas, puis il le comprend pas. Comment ça se fait que c'est encore bloqué dans cette rue-là? Il comprend pas pourquoi. Plus vous communiquez, que ce soit dans les médias, mais que ce soit juste sur le chantier, s'il y avait un panneau qui explique pourquoi, là, c'est positif, ça. On entre dans un air de communication. Il faut être capable de communiquer à l'égard des villes, comme le fait l'entreprise privée. Parce que c'est à eux qui vous comparent. Fait qu'il faut être capable de leur dire les vraies affaires. Faites confiance aux citoyens. C'est avec eux. Et plus vous allez nourrir les ambassadeurs et les alliés, mieux c'est. C'est un peu le phénomène que j'appelle Julie Snyder. Essayez d'attaquer Julie Snyder sur les médias sociaux. C'est pas Julie Snyder qui répond. C'est 250 personnes qui répondent en disant c'est faux ce que tu dis, Julie n'est pas comme ça. Ça, là, c'est un phénomène, ça, au Québec. Fait qu'il faut créer des ambassadeurs qui vous défendent. Dernière question. Avez-vous sondé la perception des citoyens quant à l'implantation des mesures de tarification incitative? Par exemple, la tarification incitative des déchets. Ça, là, c'est une question d'incompréhension. La perception du citoyen, c'est que de toute façon, ça va me coûter plus cher. Fait que, donc, il y a une réflexion à faire à cet égard-là. C'est sûr que c'est intelligent, c'est vrai pour les déchets, c'est vrai pour l'électricité, c'est vrai pour l'eau, cette tarification incitative est logique pour un fonctionnaire. Pour un citoyen, là, c'est très québécois, de toute façon, à la fin, je vais payer plus. Donc, partez de cette perspective-là, à cet égard-là, où vous avez besoin d'éduquer les gens et de les accompagner. Les gens veulent vous aimer. Soyez aimable. C'est tout. C'est ça la conclusion, en bout de ligne. Ils sont critiques parce qu'ils ne vous voient pas suffisamment, vous ne communiquez pas assez. Allez-y, ouvrez les balles. Vous allez voir que les citoyens vont vous accompagner. Il y aura toujours des gens qui vont être négatifs. Il faut les isoler, les baliser. C'est une question de temps. Vous savez, ce qu'on vit aujourd'hui à notre époque, en 2024, c'est ce qu'on a vécu il y a 150 ans quand ça a été la création des journaux. C'était des journées à potins, des rumeurs, des scandales qui sortaient. Tu sais, tous les journaux qui sortaient partout au Québec, là, il n'y a pas de contrôle sur l'information. Ils se disaient n'importe quoi dans les médias. Et là, à un moment donné, ça s'est géré. Il y a eu des règles, il y a eu des poursuites, il y a eu tout ça qui a fait que ça a géré, puis les journaux sont devenus un porte-étendard de l'opinion publique. Les médias sociaux, c'est une question de temps. Vous savez, il y a 20 ans, ça n'existait pas. Facebook a été créé en 2004. Ça n'existait pas il y a 20 ans. Fait qu'il y a un temps où c'est le Far West. Mais c'est une question de temps où ça va gérer cette histoire-là. Les Twitter de ce monde, là, tôt ou tard, on va gérer ces types de plateformes-là pour éviter les propos haineux et tout ça. Pour l'instant, là, c'est le Far West, mais c'est une question de temps. Faites confiance à l'humain. On trouve toujours la solution. Sur ces bons mots, on vous laisse. Si vous voulez, on vous envoie une copie de la présentation. N'hésitez pas à nous répondre par email. C'est mon plaisir de vous aider, que ce soit financièrement ou gratuitement. Moi, ma job, là, c'est d'aider parce que j'ai compris dans la vie que plus tu donnes, plus tu reçois. Fait que ça me fait plaisir. Je suis dans un rôle comme ça d'avoir de l'information. Puis j'en ai surtout. Fait que, on se reverra probablement l'an prochain à l'UMQ ou ailleurs. On vous mettra à jour ces informations-là. Et j'espère que vous avez apprécié cette information. Merci. À la prochaine.